Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers confrères, chers amis, Thierry Sulman et moi-même allons évoquer avec vous ce matin l'analyse de l'imputabilité dans le rapport d'expertise. Dans un premier temps, j'évoquerai les éléments constitutifs de cette analyse, puis Thierry vous exposera le formalisme de la discussion médico-légale. L'analyse de l'imputabilité est la pierre angulaire du rapport d'expertise. Et le formalisme du développement de cette analyse est essentiel pour la compréhension et l'acceptation de nos conclusions médico-légales. Et le choix des mots utilisés pour la discussion est fondamental. Nous l'avons dit hier, certains termes employés, parfois, décompensation, révélation, accélération, parfois utilisés sans plus de précision, sont source d'ambiguïté. Ils donnent parfois l'impression d'être des raccourcis, sorte de cache-misère intellectuelle d'une analyse bâclée, imprécise et donc interprétative et contestable. Ce choix des mots est une exigence technique de notre métier de médecin expert, mais également un privilège. Ne nous en privons pas. Chaque mot utilisé doit être juste et précis. Et c'est dans le corps du rapport d'expertise que le développement de cette analyse trouve ses fondements. Et ces fondements, ces outils de la discussion, doivent se retrouver dans les différents chapitres du rapport, rappel des faits, description de l'état antérieur, fonctionnel et environnemental, doléances et examen clinique. La justesse et la précision de nos écrits pour ces différents chapitres sont les piliers sur lesquels s'appuiera l'analyse de l'imputabilité dans la discussion médico-légale. Le formalisme d'un rapport d'expertise est souvent le reflet de la technicité du médecin expert. Et le chapitre consacré à l'analyse de l'imputabilité est certainement la partie du rapport d'expertise où doit au mieux s'exprimer cette technicité. Évoquons maintenant les éléments principaux qu'il nous apparaît utile de trouver dans les différents chapitres du rapport pour permettre dans la discussion une analyse fondée sur des arguments objectivés. Tout d'abord, le rappel des faits, la description des circonstances de l'accident est importante, en priorité bien sûr pour la personne, afin de traduire au mieux ce qu'elle a vécu, mais également pour le lecteur afin d'apprécier la cinétique de l'accident, l'intensité du fait accidentel. Rappelons-nous que la réalité et l'intensité du traumatisme initial est l'un des premiers critères de Muller et Cordonnier. Et ceci peut notamment être utile pour les traumatismes bénins sans fracture et plus particulièrement dans les contusions du rachis, cervical ou thoracolombaire. La communication du constat amiable ou du montant des réparations des dégâts matériels peut dans certains cas être un élément d'éclairage. De même, la précision des constatations médicales décrites chronologiquement au cours du suivi et plus particulièrement bien sûr en phase initiale constitue un élément utile de référence. Mais avant la rédaction du rapport d'expertise, il y a le déroulement de l'expertise elle-même. La qualité, c'est-à-dire la fiabilité de l'information que nous pourrons transcrire dans le rapport d'expertise et qui servira de base à une analyse de l'imputabilité précise et convaincante, cette qualité de l'information sera étroitement liée à la qualité relationnelle du déroulement de l'expertise. Sachons écouter. Sachons nous taire, sachons poser des questions ouvertes sans orienter les réponses. Il est important de laisser s'exprimer la parole spontanée. Expliquons à la personne examinée le sens de nos questions. Expliquons que ces questions s'inscrivent dans une démarche médicale d'appréciation des conséquences fonctionnelles de l'accident. Sachons nouer une relation de confiance avec la personne examinée. Temps essentiel de l'expertise médicale, l'examen clinique, en complément des doléances exprimées, est le moment d'expression de notre technicité médicale qui nous permettra de poser un diagnostic. L'établissement d'un diagnostic étant l'un des critères fondamentaux de l'imputabilité. L'état antérieur est un thème récurrent de la réflexion médico-légale. Cet état antérieur se décline en état antérieur fonctionnel et état antérieur situationnel ou environnemental, plutôt, qui se décline lui-même en plusieurs sous-items: environnement personnel antérieur, activité antérieure d'agrément, formation et activité professionnelle. L'état antérieur fonctionnel,
il est d'usage dans un rapport d'expertise d'évoquer les antécédents susceptibles d'avoir une incidence fonctionnelle sur les suites de l'accident. Ceci est classique et bien entendu doit être confirmé. La liste des antécédents à impact éventuel sur les suites imputables de l'accident en cause se retrouve de façon quasi constante dans les rapports d'expertise. Ceci reste nécessaire, mais n'est pas suffisant. Le plus important dans ce chapitre consacré à l'état antérieur est la description des capacités fonctionnelles de la personne avant l'accident. Dans le cas où il n'y a pas d'antécédent spécifique, ce chapitre peut se réduire à une seule phrase. Mais par contre, dans le cas d'un antécédent susceptible d'interférer avec les suites de l'accident, la description fonctionnelle des limitations que conservait la personne examinée doit être précise et doit permettre à la lecture du rapport d'expertise d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent en relation avec les limitations fonctionnelles antérieures à l'accident. Par exemple, s'il s'agit d'un antécédent de prothèse totale de genou, pour une personne examinée à la suite d'une fracture de cheville, il convient de décrire quelle était la capacité fonctionnelle de marche et notamment de préciser si cette personne souffrait ou non de douleur, si elle avait ou non des difficultés pour monter ou pour descendre un escalier, si elle devait prendre une canne pour se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, définir le périmètre de marche, la prise ou non de médicaments, etc. Cette nécessité de description précise des capacités fonctionnelles antérieures est nécessaire dans tous les cas chez une personne âgée. Nous savons qu'un traumatisme, même sans fracture, chez une personne âgée, peut entraîner une réduction notable de sa capacité fonctionnelle de marche. Il y a lieu d'être précis dans la description des capacités fonctionnelles antérieures. Le dommage imputable, étant constitué par le delta entre la capacité fonctionnelle antérieure et la capacité fonctionnelle constatée lors de notre examen. Il sera bien sûr également important d'être précis pour apprécier l'évolutivité fonctionnelle de cet état antérieur et tenter de décrire et de définir de la façon la plus juste possible la pente évolutive antérieure à l'accident. L'état antérieur environnemental, c'est l'environnement personnel antérieur, les activités antérieures d'agrément, le parcours scolaire ou professionnel antérieur. L'environnement personnel antérieur, sa description n'a bien sûr un intérêt que si elle a une incidence spécifique sur l'expertise de la personne examinée. C'est en priorité le cas pour la personne âgée pour laquelle il convient de réaliser une analyse de sa vie personnelle antérieure, notamment de préciser sa situation familiale, la description de son logement, les modalités de réalisation des actes de la vie quotidienne, les aides de compensation éventuellement mises en place, aides techniques, aménagements, aides humaines, familiales ou extérieures. L'important également est de préciser l'évolutivité de cet état antérieur environnemental, les différentes phases de mise en place des aides de compensation et tenter là également de définir la pente évolutive d'une dépendance progressive et de ses compensations. Ces descriptions doivent être exhaustives, précises, c'est une expertise d'instruction de la situation antérieure. Les activités antérieures d'agrément, je ne m'y attarderai pas. Le parcours scolaire ou professionnel, chez l'enfant, il convient de décrire la scolarité antérieure, de préciser en cas de difficultés scolaires antérieures les éventuelles mesures d'accompagnement scolaire mises en place. Rappelons l'importance également de la communication des bulletins scolaires avant et après l'accident. Chez l'adulte, c'est la formation professionnelle, la nature de l'activité professionnelle, les éventuelles mesures d'accompagnement, s'il y a un état antérieur, s'il a été constitué notamment un dossier auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, s'il a été notifié une RQTH, reconnaissance de la qualité travailleur handicapé. Voilà rapidement les éléments fondamentaux qui doivent se présenter et se trouver dans le corps d'un rapport d'expertise. Je vais maintenant passer le relais à Thierry Sulman qui va vous exposer le développement de l'analyse de l'imputabilité dans la discussion médico-légale du rapport d'expertise. Thierry. Merci Georges. Effectivement, une analyse et une discussion médico-légale ne peut être effectuée que si les éléments qu'a développés Georges sont bien au rapport. S'ils ne sont pas là, s'ils n'ont pas été effectués,
la discussion médico-légale sera incomplète, insuffisante et ne permettra pas aux règleurs une possibilité de faire une proposition d'indemnisation adaptée. Alors, je vais essayer d'avoir une présentation très pratico-pratique. C'est un petit peu le but de ces présentations du samedi matin. Mon plan sera d'étudier tout d'abord la forme de cette discussion d'analyse médico-légale, de cette discussion, l'analyse médico-légale proprement dite, ce qu'il est déconseillé de faire, les critères obligatoires que l'on doit trouver. On regardera un petit peu aussi l'avis sapiteur et puis le partage des connaissances et de l'expérience. Première diapositive sur la forme. Tout d'abord, avec qui effectuer cette discussion médico-légale? C'est-à-dire qu'avant la rédaction, il y a bien sûr une discussion. J'ai insisté sur la notion de collégialité qui anime le doute dans la médecine de soins. En médecine d'expertise, la discussion doit être effectuée avec les personnes qui sont présentes au moment de l'expertise. C'est-à-dire que vous devez avoir une discussion contradictoire avec le médecin de recours, le médecin qui intervient pour la victime ou le médecin qui intervient pour une autre compagnie d'assurance, mais également la présence d'inspecteurs régleurs qui sont aussi présents dans ces expertises et qui apportent également des connaissances pour analyser certains postes de préjudice, en particulier les postes environnementaux sur le professionnel, le scolaire. Cette forme, elle nécessite également d'avoir un certificat médical initial. On a encore trop d'expertises où l'expert va conclure sans avoir un certificat médical initial. Le certificat médical initial, au sens de la convention IRCA, je vous l'ai indiqué hier, il doit être rédigé dans les 7 jours ou dans les 7 à 10 jours s'il y a une justification à ce retard. Si on n'a pas de certificat médical initial, il n'appartient pas au médecin de lever l'obligation juridique de la présentation d'une preuve. C'est uniquement le juriste ou le magistrat qui va déterminer s'il y a des présomptions précises et concordantes pour retenir effectivement l'imputabilité de quelque chose qui n'est pas décrit dans un certificat médical initial. La forme de cette discussion, eh bien, juste si on n'a pas ce certificat médical initial, eh bien, le médecin expert ne peut pas donner des postes de préjudice et ne peut pas conclure. Il arrête son expertise en indiquant « en absence de certificat médical initial, je ne peux donner des conclusions médico-légales ». Il peut faire une note technique en indiquant « si vous acceptez l'imputabilité des blessures qui sont proposées par le blessé, les conclusions seront les suivantes. Mais renvoyez votre rapport, mais ne concluez pas ». Cette synthèse, elle doit être claire et précise. Elle doit refléter un diagnostic séquelaire. On a eu des blessures avec un certificat médical initial descriptif, eh bien on doit retenir un diagnostic séquelaire. Un diagnostic séquelaire, c'est quelque chose d'assez rapide, c'est assez simple à rédiger si on a fait une analyse médico-légale tout au long de l'expertise et qu'on retient un certain nombre de choses qui sont bien décrites dans l'examen clinique. Rappelons dans cette analyse médico-légale de cette discussion qu'il y a 3 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est la reconnaissance des blessures et des séquelles pour le blessé. Si le blessé ne reconnaît pas dans vos conclusions la reconnaissance des blessures, la reconnaissance des séquelles, un sentiment de vengeance va perdurer et il n'acceptera pas vos conclusions, même si elles sont parfaitement pertinentes. Le deuxième niveau de lecture, c'est un niveau de lecture médical. Les rapports d'expertise peuvent vivre des années. Il y a des aggravations successives et il nous arrive aujourd'hui de voir des rapports de précédents experts qui ont rédigé un rapport il y a plus de 10 ans. Et il faut que ce qui est écrit dans votre rapport puisse servir à vous-même si vous devez revoir le blessé ou à un médecin dans 10 ou 20 ans qui devra établir s'il y a une aggravation ou non. Le troisième niveau de lecture, ça va être un niveau de lecture économique. Ce niveau de lecture économique, il relève d'une part de la créance des organismes sociaux qui va être adressée à l'assureur et nous avons besoin, nous, d'un rapport qui contient les différents soins effectués pour pouvoir accepter ou refuser cette créance et discuter éventuellement avec les organismes sociaux. Et puis, il y a un niveau de lecture qui est bien sûr celui du juriste qui va permettre l'évaluation des différents chefs de poste de préjudice. L'analyse médico-légale, eh bien, comment la présenter? Il m'a paru intéressant de l'illustrer à travers un cas clinique qui se voit fréquemment. Ce cas clinique, c'est le spondylolisthésis qui est découvert de façon fortuite
à la suite d'un accident à vélocité faible. J'ai volontairement mis une photographie d'une radiographie d'un spondylosthésis L4-L5 pour que les non-médecins puissent comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, c'est la vertèbre L4 qui a glissé ici de moins d'un tiers par rapport à la vertèbre L5 et qui, pour une victime qui a reçu un choc arrière, peut se dire, eh bien, effectivement, le glissement de cette vertèbre, il est lié au choc arrière. Alors, dans l'analyse médico-légale, ce qu'on peut poser comme question, eh bien, ce spondylolisthésis L4-L5 peut-il être la conséquence d'un choc arrière à vélocité faible? Quelle réponse à donner à cette interrogation? Il faut revenir sur la notion de physiopathologie du spondylolisthésis, qui est liée à une lyse ischémique, c'est-à-dire une fracture de fatigue qui apparaît au fur et à mesure du temps sur des traumatismes répétés et non pas sur un traumatisme unique. C'est une pathologie qui est connue en dehors de tout fait accidentel et qui relève de consultations fréquentes dans rhumatologie. Et surtout, elle est absolument non reproductible en médecine expérimentale. Le pédicule, où se situe l'isthme, est un os extrêmement solide. Et des expérimentations, en prenant un marteau et des vertèbres, on a essayé de casser les vertèbres pour voir si on pouvait reproduire un spondylolisthésis, et c'est impossible par des chocs latéraux. Et sur la vertèbre, le marteau ne peut pas reproduire cela en médecine expérimentale. Si on avait également la notion d'un spondylolisthésis traumatique, eh bien aujourd'hui à l'IRM, on aurait des notions à une IRM faite à 3 mois de l'accident, d'une consolidation au niveau des isthmes qui permet de comprendre que le spondylolisthésis est en rapport avec l'accident. Cette réponse, elle est faite à travers une bibliographie. Cette bibliographie, elle est facile à retrouver puisque c'est un article de la Revue du dommage corporel de Denis Doplex qui nous donne une bibliographie extrêmement riche sur l'histoire du spondylolisthésis et son imputabilité en médico-légal. Qu'est-ce qu'il est déconseillé de faire? Eh bien, il est déconseillé d'affirmer une analyse d'imputabilité avec une conviction sans justification scientifique, même si le blessé est tout à fait sympathique et paraît tout à fait honnête. Il ne faut pas laisser non plus le juriste dans une incertitude. On a vu que dans le doute, eh bien, il fallait parfois passer la main au juriste. Et puis, éviter la notion d'état antérieur révélé. On l'a insisté hier, Georges en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut indiquer le triptyque et faire le mécanisme du triptyque et le rédiger. Et puis, on peut avoir, dans certaines situations, la nécessité d'avoir un avis sapiteur. Quand on demande un avis sapiteur, il est nécessaire de poser des questions à son ou ses sapiteurs, lui adresser une mission bien spécifique et puis finaliser son rapport. Je resterai tout de même sur des sapitages qui peuvent arriver et nécessaires dans le cadre des missions corporelles graves. Je vous rappelle que la mission droit commun qui concerne le corporel grave procède d'une question qui est le point 17, qui est la hiérarchisation des compensations. Il appartient au médecin expert de se déterminer à tous les moments de la vie du dossier, c'est-à-dire même dans les situations où le blessé n'est pas encore consolidé, et de renseigner le régleur sur la possibilité d'un aménagement de logement, fait ou pas fait, des aides techniques existantes ou non existantes, et des besoins en aide humaine au moment où il est vu par le médecin expert. Et puis, avec cela, il peut demander des avis sapiteurs. Bien entendu, le médecin n'est pas architecte, il n'est pas ergothérapeute, et il peut avoir la nécessité de demander un avis à un architecte et un ergothérapeute. En matière des critères scientifiques, des critères d'imputabilité, pour ma part, la vraisemblance scientifique paraît le critère qui est prédominant. Il y a des critères qui sont constants, c'est la réalité de l'agent causal, l'intégrité préalable de la région atteinte, la certitude du diagnostic, et puis on va avoir des critères qui vont varier en fonction de la pathologie, avec des concordances de siège, donc pour les pathologies sensorielles, l'oreille, l'œil, et puis le délai d'apparition des troubles, qui va justifier dans certaines situations des discussions importantes avec des analyses bibliographiques. Je veux, pour exemple, les dissections de l'artère vertébrale après un traumatisme du rachis cervical violent qui peuvent apparaître de façon différée. Et là encore, il y a des délais qui sont donnés dans la littérature. Et puis la continuité évolutive qui va être analysée avec les ordonnances qui vous seront présentées. Ces critères d'imputabilité, ils s'appliquent à l'IPP, mais ils vont s'appliquer également à tous les autres chefs de poste de préjudice. Je vais laisser passer un peu les souffrances endurées et le préjudice esthétique, mais dans le préjudice esthétique temporaire, il va falloir que vous respectiez
ce qui est, je dirais, l'analyse, en tout cas, de la Redoc sur son évaluation, qui est proche de celle de la nomenclature d'un TIAC, et indiquer si le préjudice temporaire eh bien, est existant, et s'il est existant, eh bien, le décrire, puisque c'est la position que nous avons prise avec la FFA-MCE et avec la Société de médecine légale pour indiquer qu'il doit être descriptif car évolutif, et indiquer si pour vous il est existant au sens de sa définition de la nomenclature d'un TIAC, et s'il ne l'est pas, eh bien indiquer que l'utilisation des cannes anglaises a été déjà indemnisée dans le cadre des souffrances en durée ou du déficit fonctionnel temporaire. Autre élément de discussion, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique. En matière de définition, M. Dintillac n'a pas modifié la définition de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, et l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est constitutive d'un déficit fonctionnel permanent. C'est-à-dire qu'on n'a pas, une fois qu'on a évalué l'AIPP, à y ajouter des douleurs post-consolidation ou une gêne à la qualité de vie qui sont implicitement inclus dans l'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Thierry, je peux Oui. on approche. Voilà, c'est terminé, c'est la fin. Connaissance et expérience. L'expert est impartial. Il assure une sérénité des débats, il respecte le contradictoire et la qualité de son raisonnement est un élément important. Conclusion, faisons nôtre cette phrase de Montaigne, « Je ne juge pas, je raconte ». Merci à Georges, merci à Thierry pour ces propos.